Alors, la terminale LES du lycée Lodiquès de Quimper. Pardon. Tu sais ce que je te propose pour les troisièmes prix, comme tous les grands témoins sont restés, là ils sont tous restés, donc chacun va en donner un. Verbevet vient de partir. Non, on le fait pas. Non. Parce que ça m'aurait gêné. Ce qu'on avait dans le programme écrit. Ouais. Nous sommes les premiers, par exemple, ils ont changé, non? Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches, dans les pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les mots exacts prononcés par Greta Thunberg lors de la 24e conférence des partis. Nous, étudiants, sommes d'autant plus impactés par cette allocution qu'il y est question de notre futur. L'intervention de cette adolescente devrait nous amener à réfléchir, et à nous poser enfin les bonnes questions sur notre rapport à l'environnement. Pablo Servigne disait « Aujourd'hui, l'utopie a changé de camp. Est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant ?» Ainsi, nous allons tenter de répondre à la question suivante. De quelles mesures, et surtout jusqu'où, les pouvoirs publics peuvent-ils être garants d'une relation équilibrée entre l'homme et son environnement? Parlons des politiques internationales. Du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 à la conférence des partis en 2018, les États du monde entier se sont réunis autour d'un objectif commun, celui du développement durable. Il est cependant difficile d'harmoniser les décisions car les pays du Nord refusent de se soumettre aux réglementations environnementales, tandis que les pays du Sud rejettent l'ingérence écologique des pays développés au nom de leur propre droit au développement. La question environnementale constitue donc un enjeu géopolitique majeur, puisqu'elle crispe les États sur la défense de leurs intérêts. Malgré les efforts, l'action écologique piétine. Que fait-on 3 ans après la signature des accords de Paris? La COP24 peut se traduire par un manque de représentants, un manque de débat, un manque d'implication de la part des États. Il aura fallu attendre l'intervention de Greta Thunberg pour que la COP24 fasse parler d'elle. Par ailleurs, des lobbies et des multinationales tirent les ficelles des débats politiques et obtiennent des décisions favorisant l'hégémonie de leurs empires. Il y aurait, dans la ville de Bruxelles, près de 30 000 lobbyistes, soit autant d'employés qu'à la Commission européenne. Ces firmes transnationales semblent prendre le pouvoir face à la démocratie. Savez-vous que la COP24 a été financée par des multinationales du pétrole et du charbon? Tout ceci révèle l'incohérence et l'inaction des États au sein de la conférence des partis. Des multinationales dont le fonds de commerce est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère financent une conférence dont le premier objectif est de réduire ces émissions. Autant demander à un marchand d'armes de soutenir l'objection de conscience ou à un boucher de prôner le végétarisme. Il faudrait reconnaître la nature comme un sujet de droit et inscrire la notion d'écocide dans les statuts de la Cour pénale internationale afin de pouvoir poursuivre toute personne, morale et physique, soupçonnée de porter atteinte à notre planète. Une autre solution pourrait être de créer une banque européenne du climat pour mettre la finance européenne au service de la transition écologique. Les hommes politiques prétendent que cette transition coûte trop cher. Eh bien pourtant, en 2008, lorsque les banques s'effondraient, la Banque centrale a débloqué près de 1 000 milliards d'euros pour redresser l'économie. On comprend mieux le slogan suivant. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Parlons des politiques nationales. En France, l'environnement représente un enjeu important. Depuis 1669 et l'ordonnance de Colbert sur la conservation des forêts, nombreuses sont les lois élaborées par l'État français. La loi littorale de 1986, visant à protéger les côtes de la spéculation immobilière, la loi Grenelle de 2007, ou encore l'inscription de la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution. Toutes ces lois
témoigne de la volonté de l'État français de protéger le patrimoine commun de la nation. Mais, pour qu'une transition écologique soit visible, il est nécessaire qu'une transition sociale se fasse. Il est donc de notre devoir de concilier exigence environnementale et justice sociale. Il faudrait construire une transition écologique dans la perspective de renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités. Pour cela, les pouvoirs publics ne devraient-ils pas accompagner les ménages les plus fragiles à travers des subventions, par exemple? En parallèle, les pouvoirs publics mettent en place des taxes, voire des amendes, sur les entreprises et les particuliers, afin de limiter la dégradation de l'environnement, comme notamment dans le cadre de l'éco-blanchiment, qui est une pratique marketing visant à promouvoir un produit en prétendant être engagé écologiquement. La France est ainsi le 8e plus gros pollueur du monde. Lors de sa démission du ministère de l'écologie, Nicolas Hulot a mis en garde « Les petits pas ne sont pas suffisants pour faire face à la tragédie climatique », soulevant ainsi de nombreuses incohérences dans la politique d'Emmanuel Macron, celui-ci étant favorable aux ressources renouvelables, au covoiturage, au recyclage, mais qui en parallèle accorde des subventions aux énergies fossiles, favorise la déforestation et les hydrocarbures. Lorsque l'État n'agit pas, c'est aux citoyens d'agir. C'est donc ce qu'ont fait récemment 4 ONG en attaquant en justice l'État français pour inaction climatique. Malgré de nombreuses mobilisations, le gouvernement a répondu qu'aucune mesure n'allait être prise. Ils prétendent que les moyens à mettre en œuvre sont trop importants et que la mobilisation ne suscite pas l'adhésion de la majorité des citoyens. Or, la pétition en ligne a déjà recueilli plus de 2 millions de signatures. Aujourd'hui, c'est une évidence. Nos hommes politiques sont trop faibles face aux lobbies. Ils préfèrent œuvrer en faveur de la chimère de la croissance débridée qu'à la sauvegarde de notre biodiversité. Alors que seulement 16 pays ont pris des mesures pour respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris, les dirigeants du monde entier ne prennent pas les mesures nécessaires face à la situation. Il est donc temps de se réveiller, de prendre les choses en main, d'agir à notre échelle, au niveau local. Les collectivités territoriales possèdent des compétences majeures en matière d'environnement, mais leurs actions ne sont pas suffisantes. Pour réussir une transition écologique, il faut notamment réinventer notre modèle urbain. Dans sa conception actuelle, la ville est tout simplement incompatible avec une véritable transition écologique. Il faut également développer la permaculture, qui à terme se révèle plus rentable et plus durable que la monoculture. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur les politiques des villes et sur les associations locales. L'action de la société civile doit notamment se traduire dans les comportements individuels. Les causes principales de la 6e extinction de masse sont certes la surexploitation des ressources et les activités agricoles, mais elles sont toutes deux entraînées par notre surconsommation. En conclusion, les pouvoirs publics ne sont malheureusement pas encore garants d'une relation équilibrée entre l'homme et l'environnement. Ils tentent certes d'agir dans le sens du développement durable, mais il n'y a pas de prise de conscience réelle de la situation. Les gens veulent de la nouveauté, mais pas de changement. L'heure est alarmante. Arrêtons de fermer les yeux sur ces problèmes. Arrêtons de faire semblant qu'ils n'existent pas, que tout va continuer comme avant, que tout est compatible avec tout. Arrêtons de commencer à agir. Agissons. Nous avons une chance de protéger et de restaurer l'environnement, mais collectivement, nous devons agir plus vite et chacun d'entre nous devra faire plus. Nous devons passer de l'économie actuelle à l'économie durable, car une croissance économique illimitée, dans un monde aux ressources naturelles limitées, finira par s'effondrer. Nous devons mettre au même niveau la dette financière et la dette écologique,
et coopérer en intégrant à nos sociétés des modes de consommation frugaux en vue d'un monde équitable, juste et durable. Que la croissance économique, le progrès social et le devoir écologique se vivent désormais en harmonie et non en opposition. Que la solidarité l'emporte sur l'individualisme, le long terme sur l'immédiat, la sobriété sur la consommation effrénée. Car il ne faudrait pas que dans un futur proche, un groupe de lycéens, dans le cadre d'un concours d'éloquence, ait à plancher sur la question suivante. Qu'aurions-nous dû faire pour éviter la situation de ce monde dans lequel nous survivons ? La note de l'applaudimètre ? 10. Oh ben, il est bizarre cet applaudimètre. Hein.